Moi, je suis le sol. Elle n'est que la feuille morte qui vient se détacher de l'arbre. Elle a beau tournoyer, elle a beau faire, elle ne peut éviter finalement de tomber sur le sol. Cependant, ce n'est pas du tout certain que cette fois-ci, la feuille morte finira d'elle-même par retomber sur le sol. Déjà, même en Niam, l'espoir de voir l'événement se produire automatiquement commençait à se rétrécir davantage chaque jour qui passait. Au bout de 6 mois de ce régime, Niam n'y tint plus. Il se rendit d'abord, une nuit après, auprès de Bikokolo, le patriarche, le sage du village, à qui il avoua, non sans peine, parce qu'il était un orgueilleux, qu'il désirait récupérer sa femme, dont il avait grand besoin pour tenir sa maison. Au vrai, il était beaucoup plus intéressé que cela. Il avait raté une saison d'arachide depuis le départ de sa femme, puisqu'il n'avait personne d'autre pour travailler dans ses champs. Le vieux Bikokolo, qui comprenait à demi-mot, lui traça une ligne de conduite à suivre, et à la fin de l'entretien, lui recommanda vivement de renoncer au moins pour un temps à un orgueil vain dans une question aussi importante que la récupération d'une femme en état de rébellion caractérisée. Facile à dire, songeait Niam en sortant de chez Bikokolo. Ensuite, fort des conseils du vieillard et aussi de sa propre façon de voir les choses, laquelle lui interdisait de se mêler directement des marchandages et autres tractations pour ne pas perdre la face devant sa femme, il s'efforça, sans avoir l'air d'y toucher, de se mettre en rapport avec son beau-père par personne interposée. Tout notre village sut bientôt que Niam avait entamé des pourparlers avec sa belle famille, à laquelle il avait envoyé des présents. Mais on apprit avec stupéfaction que le beau-père, après avoir accepté les cadeaux, avait tenu ses propos. Ma fille est assez âgée pour savoir ce qu'elle veut, et surtout ce qu'elle ne veut plus. Une telle fin de non-recevoir dans la bouche d'un beau-père, quel scandale! Dans le fond, que veulent-ils? Se demandait-on dans notre village. Niam s'aperçut peu à peu, grâce au conseil de Bikokolo surtout, qu'il se trouvait maintenant enfermé dans une alternative atroce. Ou bien il continuerait à envoyer des cadeaux à sa belle famille, et vous savez que dans ce cas la surenchère peut n'avoir pas de limite, ou bien il entrerait personnellement en lice, et ce serait alors une terrible humiliation pour lui, une de ces humiliations après lesquelles vous pouvez être certain qu'il sera bien difficile à votre femme de vous accorder le légitime respect qui est dû à un époux digne de ce nom, au maître. Niam mit des semaines à essayer de se tirer d'embarras. Pendant ce temps, il errait à travers les champs comme un fantôme. Il contemplait les femmes des autres, courbées sur la terre et remuant doucement le sol avec leurs petites houes. Il allait donc encore rater cette saison d'arachide. Eh bien, Niam, lui disaient les femmes qui se redressaient en le voyant passer. Tu as défriché un champ, hein? Oui, j'en ai défriché un. Mais à quoi cela me sert-il? Il est vaste? Oui, très vaste. Il a bien brûlé? Merveilleusement. Tu ne vas tout de même pas le laisser pourrir comme ça. Je ne peux tout de même pas prendre la houe et aller y travailler moi-même. Il y a bien des hommes qui le font, Niam. Ah non, pas moi. C'est d'orgueil que tu crèveras, Niam. Viens manger chez nous ce soir, va. Finalement, malgré de longs efforts, Niam ne réussit pas à trouver une solution, et c'est sur ces entrefaits que j'arrivai. Niam jugea mon arrivée providentielle. Il conçut aussitôt un plan diabolique en stratège désespéré à qui il ne reste plus qu'à faire flèche de tout bois. C'est le lendemain qu'il vint chez nous, le premier jour de mes vacances, qui ne s'annonçait déjà pas très gai, hypothéqué par cette deuxième session.
Il m'exposa l'affaire avec un certain cynisme. J'irai là-bas, je parlerai fort, au besoin en ponctuant mes propos de coups de poing sur la table. Il prendrait peur, il me confierait la femme que je ramènerais. Tout cela me semblait assez louche, certes, mais je retenais surtout qu'il faudrait que je fasse un assez long voyage, alors que j'avais surtout envie de cuver mon échec. De dormir de ce sommeil que seul méritent, en dehors des justes, les recalés du baccalauréat. Je refusai. Tante Amou m'appuya. Ce ne sont pas des façons, dit-elle, d'une voix cassante. Tu ne peux pas laisser les gens tranquilles en ce moment? Mais Niam avait tout prévu, et surtout que je refuserais. Aussi avait-il obtenu la caution de Bicocolo, ce patriarche qui avait, pour ainsi dire, droit de vie et de mort sur toute personne de notre village. Il est dommage, mon cher cousin, que ton père soit absent, déclarait Niam. Mais puisque Bicocolo est là, et qu'il a la même opinion que moi sur cette question, cette affaire n'est pas seulement la mienne, c'est l'affaire de toute la tribu. Cette femme n'est pas seulement la mienne, c'est notre femme à tous. C'est donc, nous tous, que la situation actuelle affecte. Et si ton père était là, il serait le premier à t'ordonner de te rendre chez ces gens. Je demandai 2 jours pour réfléchir. Niam m'accorda une journée. Je menaçai de rompre la discussion purement et simplement. Niam sortit, se posta au milieu du village, et se mit à exposer à très haute voix les raisons qui devaient m'obliger à accepter cette mission d'intérêt général. Évidemment, il prenait tous mes autres oncles et cousins à témoin de mon refus. J'étais très ennuyé. Tante Amou pestait, mais de plus en plus bas, car nous nous rendions compte rapidement que nous étions bel et bien pris dans un véritable complot, une affaire montée de main de maître. Niam avait tous les habitants mâles du village dans sa manche. J'ignore encore comment il s'y était pris. Ils manifestaient tous leur désir de me voir accepter d'aller là-bas, faire peur aux beaux-parents de Niam. Mais moi, depuis mon échec, je n'avais plus aucune confiance en moi.